Bonjour à tous. L'atelier 6. Alors l'atelier 6, il était chargé de réfléchir sur les compétences et les repères utiles pour les aidants familiaux, les professionnels et les bénévoles. Donc nous avions comme intervenant Judith Mollard, expert psychologue France Alzheimer, qui a déjà été cité, Franck Guichet, sociologue, et Christophe Rentschens, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui s'occupe de la formation à la Fondation Médéric Alzheimer. Alors malheureusement, on a perdu un intervenant qui est resté à Marseille, mais dans notre malheur, nous avons gagné le fait que du coup, nous avons disposé de plus de temps d'échanges avec la salle, et voilà, il y a eu beaucoup de débats. Alors le premier point, c'était les compétences et les repères utiles aux aidants familiaux. Et la première chose qui est vraiment ressortie, je crois, c'est l'importance de la relation entre l'aidant familial et la personne aidée. Et Judith Mollard nous a bien montré qu'auparavant, on considérait que l'aidant familial était surtout une victime, un héros qui portait un fardeau. Et du coup, toute l'aide était vraiment concentrée sur sa seule personne, avec une approche finalement assez individualiste. Et puis, peu à peu, on est passé à un autre modèle, plus centré sur vraiment la relation entre l'aidant familial et le malade, et donc en quelque sorte intégrant toute une dimension peut-être filiale, affective, et vraiment basée sur la qualité de relation aussi qui existait avant même la maladie. Et en tant que représentante des familles, d'une institution qui représente les familles, c'est aussi pour moi important de rappeler l'importance même de ce qualificatif d'aidant familial. Et je remercie la Fondation d'ailleurs dans son programme d'avoir bien noté ce terme. Il existe des aidants professionnels, des proches aidants, mais aussi des aidants familiaux qui d'ailleurs représentent, je crois, plus de 80% des aidants non professionnels. Et ce n'est pas qu'une question de sémantique. Et je vais vous donner un exemple concret. Lorsque le projet de loi sur le vieillissement a été débattu, la première chose qu'on a vue, c'est que le mot même aidant familial ne figurait pas dans le projet de loi. C'est-à-dire que finalement, on avait les proches aidants de manière générale. Et donc, nous nous sommes battus pour que ce terme figure bien en posant un amendement. Ce n'était pas qu'une question de symbole, mais parce que c'est vraiment la traduction d'une réalité. Et donc, pour revenir à cette question de la relation entre l'aidant familial, il est évident que le fait d'être père, mère, enfant, induit d'autres problématiques que la seule relation, je dirais, entre un proche ou un professionnel et une personne. Et je crois que le film qu'on a vu hier, que j'ai personnellement trouvé vraiment remarquable, montrait bien dans ce groupe de parole comment les personnes, les aidants familiaux se positionnaient soit comme père, comme fille, comme fils, avec aussi des considérations affectives qui étaient fortes. Le deuxième point, c'est que l'aidant familial peut être considéré comme un expert. Il a besoin qu'on le reconnaisse dans son rôle, qu'on l'aide à obtenir des compétences, un savoir-faire, des ressources nécessaires pour prodiguer des soins de bonne qualité, sans danger pour sa propre santé. Il est donc aussi capable d'évaluer ses propres besoins et de se rendre compte par lui-même de la complexité de la situation dans laquelle il est engagé. Et donc, de ce fait-là, nos intervenants nous ont bien montré que les dispositifs de soutien ne pouvaient se réduire à traiter de l'épuisement de l'aidant familial ou à l'encourager à faire appel à une aide extérieure, mais il faut aussi lui permettre de devenir plus compétent et finalement d'essayer de trouver les clés des réponses aux problèmes qu'il rencontre, et puis aussi de donner du sens à son engagement en construisant aussi une relation de complémentarité utile avec les aidants professionnels. Et donc, France Alzheimer, notamment, nous a présenté la façon dont ils ont abordé au fil du temps l'approche auprès des aidants. D'abord, une fois de plus, très axée sur les personnes des aidants, un peu une aide presque à la survie, lutter contre l'épuisement, offrir des espaces d'écoute. Et puis, progressivement, ils nous ont indiqué être passés à un autre modèle où les aidants finalement exprimer une demande de compétences pour mieux vivre avec la personne aidée, ce qu'on appelle l'affection soutenue, et ce qui a induit toute une série de dispositifs, dont par exemple les séjours de vacances, qui permettent de vivre des moments positifs avec ses proches. Et donc, on pourrait dire finalement que les familles font bouger les lignes, et c'est elles qui font évoluer les dispositifs. Alors, quelques pistes qui ont pu être dégagées dans cet atelier.
Premièrement, pouvoir développer vraiment des parcours individualisés en complément des actions collectives, des groupes collectifs. Et donc il y a eu un petit débat, mais finalement, je crois que le consensus a convergé vers le fait que des approches collectives ont leur utilité. Elles permettent aux aidants familiaux parfois de rompre leur solitude, leur isolement, de partager avec d'autres, mais ces propositions sont parfois vécues brutalement. Et donc, il est nécessaire aussi d'avoir, une fois de plus, une démarche plus individuelle, plus personnalisée vis-à-vis des aidants familiaux. Et nous avons eu aussi l'exemple de la Belgique, Liège, où sont justement proposées des approches individualisées avec des professionnels qui proposent des parcours avec plusieurs séances. On nous a dit que les résultats avaient été validés scientifiquement, que la qualité de vie s'était vraiment améliorée, mais je veux dire qu'on a aussi du coup posé le problème du coût de ces dispositifs et donc de leur financement. Le deuxième point aussi, faire du sur-mesure, avec l'idée qu'il faut toujours partir des besoins de l'aidant familial ou de la personne malade pour ajuster l'offre à la demande et non pas le contraire. Et donc plutôt que de construire des parcours d'accompagnement type, il est préférable de construire des parcours évalués à partir vraiment d'une grille des besoins de l'aidant, et à tel point que du coup les interventions d'aide aux aidants doivent être variées et aussi évolutives dans le temps, parce que les besoins des aidants aussi peuvent vraiment évoluer en fonction aussi de l'état de santé de la personne aidée. Et notre atelier a montré que, de ce point de vue, l'offre ne correspondait pas toujours à ce que veulent les proches, les familles. Et on nous a donné un exemple d'un CHU qui proposait une consultation bilan médical durant toute une journée pour les aidants familiaux pour traiter de la question de la fragilité. Et la personne nous a dit que cela avait été un semi-échec, puisque, en gros, sur une centaine d'aidants familiaux qui avaient été identifiés, seulement une dizaine y étaient allés. Et donc on s'est interrogé, pourquoi effectivement ce type d'offre ne répond pas, en tout cas que les personnes ne viennent pas. Est-ce que c'est un déni des aidants? Et dans le débat, finalement, est apparue l'idée que ce n'est pas forcément la demande des aidants familiaux. D'abord, eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas forcément fragiles, et que le terme de fragilité éventuellement leur pose problème. Ils peuvent considérer qu'ils sont effectivement fatigués, comme on peut l'être, notamment dans une famille. Et surtout que, sans doute, le souhait des aidants, c'était peut-être plutôt d'évaluer leurs forces plutôt que leur fragilité. Et donc, aussi de dire que quand on pense à leur place, bien finalement, les réponses, effectivement, peuvent échouer. Et qu'on n'est pas toujours assez attentif à leurs demandes. Et que plutôt que de prévoir des dispositifs types, il faut les faire parler, réfléchir avec eux sur les moyens à mettre en place et non pas faire sans eux. Et donc, ceci aussi nous a conduit à identifier que les aidants sont aussi des personnes ressources, actrices. Et je voudrais citer la Martinique. Alors, la Martinique n'est pas intervenue la personne de la Martinique n'est pas intervenue pendant le débat, mais elle est venue nous voir ensuite, Olivier Coupry, qui est chargé de mission à la Fondation, et moi-même, parce qu'elle voulait absolument que j'en parle. Donc, je vais la citer. En plus, elle vient de loin. Et elle nous a montré qu'en Martinique, il existe une plateforme de répit avec toute une série de services qui sont proposés, mais où vraiment les aidants sont actifs. Ils ne sont pas usagers. Alors, avec toute une série de services, des groupes de parole, le petit causé, si je ne me trompe pas, en créole, montrant aussi que la dimension culturelle est aussi importante. Et puis, j'ai trouvé que... Alors, elle m'a dit que les aidants, une fois de plus, n'étaient pas considérés comme des malades, pas comme forcément des personnes vulnérables, mais en tout cas qu'on leur apprenait à être aidants. Et parmi les initiatives séduisantes que j'ai notées, le fait que les aidants familiaux interviennent dans des écoles de santé ou des écoles de services sociaux pour transmettre leur savoir-faire. Et j'ai trouvé qu'il y avait de ce point de vue-là un peu une inversion de ce qu'on imagine habituellement. Alors, les personnes aidées aussi peuvent bénéficier de compétences. Judith Mollard nous en a parlé, de soutien psychologique, des programmes de type éducation thérapeutique du patient. Deuxième point, les compétences et les attentes des aidants professionnels. Et là, nous avons abordé cette question sous deux angles. D'une part, dans les établissements, dans les EHPAD, et donc c'est Christophe Rengens qui est intervenu à ce sujet, en insistant bien que nous avons finalement affaire à des corps de métier qui sont peut-être plus
encore que d'autres, exposés aux risques psychosociaux, au burn-out, au stress, l'absentéisme, et avec tout le cercle vicieux qui va ensuite, manque d'effectifs, épuisement des équipes, etc. Et j'ai noté sa formule, comment peut-on parler de bien-traitance des résidents avec des professionnels qui ne sont pas eux-mêmes bien traités ? L'autre constat, les formations qui ne permettent pas de répondre aux difficultés les plus fréquemment rencontrées, donc très peu de formations sur les troubles cognitifs qui font que pour les personnels, le travail est compliqué pour gérer des situations qu'ils ne connaissent pas. On leur a appris finalement à gérer des tâches, mais pas à gérer les troubles cognitifs, et donc ils sont forcés d'adapter un peu leur comportement comme ils peuvent. Et donc parmi les pistes, certains dans la salle nous ont dit « nous sommes des lanceurs d'alerte ». Nos comportements professionnels sont trop calqués sur un modèle biomédical, alors qu'ils devraient être davantage dans le relationnel. Et donc on voit bien le besoin d'avoir des formations mieux adaptées pour les professionnels, c'est-à-dire pas seulement axées sur les soins, mais sur la pratique de l'accompagnement. Avec cette idée, se laisser guider par les personnes aidées, et puis aussi bien sûr travailler sur le bien-être au travail. Dernier point, le domicile, le maintien à domicile donc, des personnes atteintes de déficit cognitif et comment les professionnels au domicile peuvent intervenir. Et là, c'est Franck Guichet, le sociologue, qui nous a dit, je crois, des choses très intéressantes. Il nous a dit qu'il y a quand même un paradoxe. C'est que ces professionnels sont souvent méprisés, ils ne sont pas très bien payés, je dirais presque des travailleurs un peu de l'ombre, et pourtant, ils développent des compétences, voire même des trésors de compétences. Ils ont développé de telles qualités relationnelles qu'on pourrait même parler, selon notre sociologue, de haute technicité relationnelle. Alors il nous l'a exprimé de la manière suivante. Il nous a dit que ça pouvait être résumé en 3 I et 3 A. Alors les 3 I, l'ingéniosité, l'intuition, l'inventivité, tout simplement. Les 3 A, l'attention, l'ajustement, l'adaptation. Voilà ce que ces professionnels font au quotidien. Ça veut dire faire preuve de tact, éventuellement faire appel un peu à la ruse, comment on arrive à intervenir auprès d'une personne aidée en lui donnant le sentiment que c'est elle-même qui l'a décidé et qu'elle est autonome. Et puis peut-être aussi de l'humour, un peu d'humour en se tirant des situations complexes. Et je dirais que presque de manière provocatrice, on pourrait presque dire que c'est peut-être parce qu'on ne leur a pas enseigné ce qu'il était bien de faire ou non, qu'elles peuvent d'autant mieux s'adapter à la situation et aux attentes des personnes aidées, et non l'inverse. Elles seraient en quelque sorte des pages blanches sur lesquelles les besoins individuels et spécifiques de chaque personne pourraient être davantage pris en compte. Alors les différentes pistes, premièrement, prendre soin à ceux qui donnent le soin, selon la définition de Care, mieux reconnaître leur travail, mieux les rémunérer, valoriser aussi leur rôle social. On sait très bien qu'elles interviennent auprès de personnes qui sont souvent très seules, qui souffrent de manque de lien social. Elles sont parfois le seul lien social. Permettent aussi des formations régulières tout au long des parcours. Non pas des formations, une fois de plus, qu'on va leur calquer, mais qu'elles vont pouvoir elles-mêmes définir en fonction de leurs besoins. Revoir le mode de financement de ces services. Ça, c'est quand même un point aussi qui a été soulevé dans notre atelier, parce que les associations ou les organismes sont payés à l'heure, sont tarifés à l'heure. Et donc, le temps est de plus en plus court, le temps accordé à la présence au domicile. Et d'ailleurs révélateur que, par exemple, des heures de réunion qui permettent d'échanger, de se former, sont qualifiées d'heures dites improductives. Alors, beaucoup nous ont dit, on fait comme on peut. Un exemple concret, comment on fait ? Quand on aide une personne, 1 heure par jour. Ça veut dire 15 minutes le matin, on repasse 15 minutes à midi, et on repasse 15 minutes en fin de journée, avec des personnes qui, en plus, ont besoin de temps. Alors moi, je dirais qu'il faut peut-être redonner de la valeur au temps, justement. Le temps qui est une denrée de plus en plus rare. À la fois un temps source de stress, on l'a vu dans les maisons de retraite, pouvant créer du burn-out, et du temps, pourtant, dont les personnes aidées ont besoin. Un temps qui permet aussi d'instaurer dans la durée une relation de confiance, mais aussi un temps que doivent comprendre les aidants, les proches aussi. Voilà. Alors, lever les freins réglementaires, c'est aussi un point qui a été soulevé. Et comme je vois que notre animateur me dit d'arrêter, ça tombe bien, je vais conclure.
Le bénévolat a été cité aussi comme un point évidemment important, et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, avec nos associations familiales qui sont composées en majorité de bénévoles. On nous a parlé aussi de Mona Lisa, évidemment, des petits frères des pauvres, et donc il montre que l'intervention des professionnels au domicile doit être complétée aussi par ces actions bénévoles et de solidarité. Et puis le rôle des associations, les associations de famille, des réseaux d'aidants familiaux. Et je laisserai le mot de la fin à une personne qui est intervenue dans notre atelier. Elle s'est levée, elle nous a dit la chose suivante. Jamais un gériatre ne s'est soucié de ma santé. C'est l'association, en l'occurrence c'était France Alzheimer, qui m'a donné des outils. On vit au jour le jour et on se sent soutenu dans ce parcours difficile. Eh bien, il vous donne la pêche. Voilà. Et donc j'ai cru bon de terminer sur cette note à la fois un peu sucrée et positive. Merci à vous.